Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter de l'investissement qui a été très certainement le pire de toute ma jeune carrière d'investisseur. Quand vous investissez, eh bien, il y a toujours une part de risque. Et ça, effectivement, il faut le garder à l'esprit. Mais au-delà de la question du risque, il y a aussi des décisions qui sont meilleures que d'autres. Investir en jouant au loto, c'est une forme d'investissement. Mais c'est un investissement qui a une espérance bien moindre que, par exemple, des véhicules d'investissement plus classiques, comme des livrets ou des actions. Ce que je vais vous raconter ici, c'est l'histoire de ma ligne d'investissement qui a été la moins rentable. Alors, pour remettre un petit peu de contexte, il faut comprendre que j'ai commencé à investir il y a à peu près 3 ans dans différentes actions et avec le recul, je dois dire que la plupart des décisions que j'ai prises il y a 3 ans s'avèrent être toujours alignées avec ce que je pense être une bonne décision aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est par exemple le cas d'avoir ouvert un PEA, le fait d'avoir ouvert une assurance vie, le fait d'investir majoritairement sur l'enveloppe du PEA via des ETF, c'est-à-dire via des indices qui suivent euh, justement des groupes d'actions et non pas une action en particulier par exemple. Euh, je me satisfais aussi de ne pas avoir succombé à la tentation d'investissements alternatifs multiples comme par exemple les crypto-monnaies. Concrètement, ces décisions, elles ont été plutôt bénéfiques. Par contre, il y a une décision que j'ai prise et qui est très certainement la pire décision que j'ai prise, en tout cas à ce jour. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que début d'année 2022, vous n'êtes pas sans le savoir, les bourses ont commencé à dévisser après 2 énormes années sur l'ensemble des marchés financiers, 2020 et 2021 qui ont globalement fait du plus 30%, plus 30%. Et donc effectivement, début 2022, suite à une conjoncture compliquée et aussi à une inflation, surinflation des marchés financiers, fait que la correction arrive. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, en quelques jours, quelques semaines, on voit les marchés dévisser de près de 20%. Mais quand on dit les marchés dévissent de près de 20%, eh bien il faut bien se rendre compte qu'il y a des entreprises qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres. Et inverse, il y a des entreprises qui s'en sortent beaucoup moins bien. C'est par exemple le cas de Facebook, qui a annoncé début d'année qu'il devenait Meta, et quand c'est arrivé et qu'il y a eu la publication du premier trimestre, eh bien ils ont perdu à peu près 50% de leur valeur en quelques heures. Ça a été le cas aussi de Netflix, qui a perdu, pareil en début d'année, quasiment 60-70% de sa valeur en quelques jours. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que euh, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire que ces actions, qui sont des colosses de la technologie, eh bien, c'était forcément des bonnes affaires. Alors même que euh, j'étais déjà informé sur les questions de stock picking et sur le fait que, a priori, en tant qu'investisseur particulier, si ces actions étaient réellement des bonnes affaires, d'un point de vue financier, eh bien, il y aurait nombre d'algorithmes qui achèteraient ces actions pour faire remonter le prix jusqu'à un prix qui est finalement le prix de marché qui correspond avec un rendement risque qui est cohérent. Mais on a beau le savoir d'un point de vue théorique, c'est toujours très compliqué, notamment quand on a peu d'expérience, de ne pas se laisser avoir par nos biais cognitifs. Et heureusement, à ce moment-là, moi j'ai eu une chance, c'est que ces actions qui se sont cassées la gueule et qui ont perdu énormément de valeur très rapidement, bien qu'elles me tentaient beaucoup, c'était des actions américaines. Or, je suis intimement convaincu que dans mon cas, il est beaucoup plus pertinent d'investir d'abord en majorité, même en totalité, sur le PEA, de manière à éviter tout tracas lié à la fiscalité notamment. C'est-à-dire que comme ça, s'il y a des dividendes qui arrivent d'une manière ou d'une autre, ils sont sur le compte espèce du PEA, pas besoin de les déclarer, ce qui n'est pas le cas du CTO. Et effectivement, pour avoir ces actions spécifiquement, comme Facebook ou comme Netflix, j'aurais dû les acheter sur un compte titre ordinaire. Donc finalement, bon an mal an, ça m'a empêché de faire des erreurs. Mais ce qui devait arriver arriva, et une situation similaire d'un point de vue cours boursier est arrivée à une entreprise française. Vous l'avez sans doute encore en tête, il s'agit
du groupe Orpea. Orpea qui gère tout ce qui est EHPAD pour les personnes âgées et qui ont été absolument écrasés par un scandale euh, éthique, mais aussi un scandale financier et de gestion important qui fait que le cours de l'action a perdu près de 50% de sa valeur, là encore une fois, en 2-3 jours. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai été pris des mêmes tentations de me dire, mais ok, le cours de cette action, il a baissé de 50%, mais concrètement, euh, les gens qui ont leur vieux chez Orpea, bah, ils vont continuer de payer Orpea. Tous les bâtiments, tout l'immobilier que possède la société, ça encore une fois, ça a une valeur qui n'a pas été divisée par deux lors de quelques jours. Donc c'est très difficile, en tout cas ça l'était pour moi à ce moment-là, de me raisonner et de me dire le prix qui est aujourd'hui celui du marché, c'est le prix du marché compte tenu, qui contient toutes les informations actuelles. Et je ne peux pas juste en me disant ah oui mais bon probablement que les gens ont juste pris peur, moi je vais acheter et puis ça va remonter. C'est ce qui paraît intuitif. Mais la réalité c'est que le marché, ça n'est pas juste quelques investisseurs à travers le globe qui, dès qu'ils ont peur, retirent leurs billes. L'écrasante majorité des transactions financières aujourd'hui, elles sont faites par des algorithmes. Donc si le prix a chuté de 50% en quelques jours, oui, ça paraît fou, mais c'est parce que les informations qui ont été divulguées à ce moment-là, eh bien, elles justifient cette perte de valeur. Et bien évidemment qu'il y a toute une notion d'éthique qui est importante, mais il y a aussi, et ça je l'ai sous-estimé à ce moment-là, des informations financières, des informations économiques de gestion qui ont été publiées et qui ont démontré que la santé financière d'Orpea était clairement moins glorieuse que ce qu'elle aurait voulu faire paraître à ses actionnaires. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, je me laisse tenter, je me dis allez, j'achète 100 euros d'Orpea. Euh, c'est la première, alors c'est pas exactement la première fois, c'est la deuxième fois, mais la première c'était vraiment avec quelques euros au tout début pour voir comment ça fonctionnait. C'est la première fois que je faisais vraiment du stock picking, c'est-à-dire voilà, Orpea, ça a perdu 50% de sa valeur, l'action valait 40, ça en vaut 20, allez, j'en achète 5 et on voit ce qui se passe. Alors on voit ce qui se passe, et bien concrètement, si vous avez la courbe de Orpea, concrètement la courbe avance comme ça, elle se casse la gueule, ensuite elle se stabilise, mais à la baisse. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quelques mois plus tard, vers la moitié de l'année 2022, eh bien j'avais une ligne à moins 30%. Et il y avait eu une grosse chute pendant la semaine. Donc là, qu'est-ce que je me dis? Allons-y, on va lisser à la baisse. Donc j'ai racheté 200 euros d'Orpea. Et donc, j'avais un prix de revient un petit peu en dessous de 20 euros. Mais concrètement, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Orpea continue de se casser la gueule, et aujourd'hui, on a des vrais risques de restructuration, de rachat, qui peuvent mettre en cause le titre dans son entièreté. Donc finalement, euh, quelle est la conclusion? Alors d'un point de vue financier, c'est un désastre. D'un point de vue financier, aujourd'hui, ma ligne Orpea, elle est à moins 75%. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moins 75%, euh, c'est la valeur que vous avez investie divisée par 4. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que pour que l'action Orpea reprenne son niveau initial, il ne faut pas qu'elle fasse plus 75%. Il faut qu'elle fasse plus 400%. Donc autant vous dire que garder l'action Orpea à ce moment-là, c'est un pari de dire que, effectivement, pour qu'elle atteigne un niveau équivalent, c'est-à-dire même pas qu'on soit sur du gain mais sur zéro de perte, il faut qu'elle fasse plus 400%. Est-ce que c'est impossible? Non. Moi je pense que c'est tout à fait probable. Néanmoins, je dois bien avouer que le ratio risque-rendement, eh bien, il penche très fortement vers effectivement beaucoup de rendement potentiel, mais aussi beaucoup de risques. Orpea, ça peut se casser la gueule et ça peut être complètement détruit d'un point de vue financier et se retirer par exemple des marchés. Donc, effectivement, d'un point de vue financier, c'est probablement mon pire investissement. Par contre, d'un point de vue connaissance et d'un point de vue appréhension, j'ai envie de dire, des marchés, eh bien, je pense que c'est un de mes meilleurs investissements. Parce que, comme partout, eh bien, ce sont les échecs, ce sont les erreurs qui nous permettent d'apprendre le mieux. Et autant, je veux dire, j'en ai lu des livres, j'en ai lu
des études sur le stock picking, sur le fait que on ne peut pas battre le marché, sur le fait que sélectionner des actions individuelles, en moyenne, ça tend à perdre. Mais c'est tout à fait différent de le lire et de le comprendre d'un point de vue théorique et de l'expérimenter d'un point de vue pratique. Et en ça, je suis extrêmement reconnaissant d'avoir pu, d'un côté, faire l'expérience pratique de perdre de l'argent en utilisant ce type de stratégie pour me dire, ok, maintenant je le sais théoriquement que c'est pas la bonne stratégie, et je le sais pratiquement. Et j'ai eu une seconde chance, c'est que, en tant que jeune investisseur, cette erreur, finalement, elle ne me coûte pas grand-chose. Elle me coûte une minime fraction de mon épargne, et de manière générale, elle me coûte encore moins à l'échelle de ma vie. Donc c'est pour ça que je pense que la conclusion à retenir, c'est que pour tous les jeunes investisseurs, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Par contre, il faut faire en sorte que quand on prend des risques comme celui-là, eh bien, on ne concerne que moins de 1% de son épargne, de manière à se dire, bon bah, je vais tester, si ça marche, peut-être que je suis le prochain génie, et bah, tant mieux pour moi, mais si ça marche pas, au moins j'aurai acquis la connaissance pratique de certains éléments, peut-être que je connaissais déjà théoriquement, mais une fois que je les ai ressentis dans ma chair, eh ben, je suis beaucoup plus confiant. Je suis beaucoup plus confiant dans ma stratégie et je sais pourquoi je fais telle action et non pas telle autre. Donc ça, je pense que c'est effectivement quelque chose que on peut retenir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez fait des paris qui se sont avérés perdants ou même des paris qui se sont avérés gagnants et si vous pensez être le prochain Nostradamus. En tout cas, mettez un like si ça vous a plu et abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines vidéos. Ciao!